Bien, nous allons demander maintenant à Laurent Geoffrin, avec un J comme Geoffrin et un J comme journaliste, évidemment. Journaliste à Libération, bien sûr, directeur, et puis à être passé au Nouvel Observateur, avec un certain nombre d'écrits. D'abord sa passion pour l'époque napoléonienne, que je partage d'ailleurs. Et puis le Réveil français, tout récemment, en 2015, chez Stock, qui vient après de nombreux autres livres que vous pourrez trouver, comme pour la plupart des invités qui ont bien voulu coucher sur le papier les mots qu'ils ont en tête. Laurent Geoffrin, avec nous, s'il vous plaît. Comme tu veux. Bonjour. On m'entend là, c'est bon? Là, c'est mieux. Hein. Il y a dans la vie de la presse des jours sinistres où tout va bien. Nul crime, nul accident climatique, nulle guerre, nul scandale. Tout se passe comme prévu, c'est-à-dire plutôt bien aux yeux de tout un chacun, et très mal aux yeux du journaliste, parce qu'il sait que ce jour-là, s'il se contente de rendre compte de l'actualité, il n'intéressera personne. Le journaliste vit de l'imprévu, ce qui, évidemment, justifie ma présence. Les meilleurs jours dans sa carrière sont souvent les pires pour l'humanité. Une guerre mondiale, le 11 septembre, la guerre d'Irak, des attentats dramatiques au cœur de Paris. En tout cas, ce sont les jours où, au milieu du pire, il doit donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire raconter, faire le récit, faire vivre avec autant de fidélité que possible ce qui s'est passé pour le lecteur. Le journaliste est un peu comme le médecin, comme le psychanalyste, comme le croque-mort. Il vit du malheur des gens. Et c'est sa fonction. Alors beaucoup de gens, évidemment, se récrient. Ils disent, voilà, vous avouez, vous mangez le morceau, vous faites l'éloge du sensationnel, l'éloge du spectaculaire, vous voulez du sang à la une. Et donc là, on fait le procès de la presse. Tout le monde fait le procès de la presse, y compris la presse d'ailleurs. Et ils ont raison. C'est vrai. Notre rôle, c'est aussi d'expliquer, de comprendre, de prendre du recul, de mettre en perspective, de donner du sens. Donc, il faut faire ça aussi. Mais je tiens que c'est secondaire, ou second, plus exactement. Effectivement, la presse joue un rôle essentiel dans la vie civique. Elle est là pour éclairer les citoyens, mais ça n'est pas l'essence de son métier. Je ne crois pas. Le journaliste s'intéresse, au fond, à ce qui est incongru, inattendu, effrayant. Il s'intéresse au caractère spectaculaire ou émouvant de la vie. Et c'est plus fort que lui. Et il est, en ce sens, à l'image du lecteur. On connaît l'adage des écoles de journalistes. Un chien mord un homme, ce n'est pas une nouvelle. Un homme mord un chien. Ça devient intéressant. Ça, c'est journalistique. C'est anecdotique, mais c'est journalistique. Et c'est intéressant. Évidemment, ça n'intéresse pas les gens qui font profession d'étudier ce genre de questions, la dangerosité des chiens, les différentes espèces, les précautions qu'on peut prendre, toutes choses très sérieuses. Mais l'homme mord un chien, là, si vous voyez ça dans une dépêche, vous envoyez immédiatement un reporter, parce que ça devient intéressant. Je vais prendre un autre exemple encore plus trivial. Imaginez qu'il y a au-dessus de moi un lustre. Il n'y a pas de lustre. Et imaginez qu'au milieu de mon exposé, ce lustre se détache et me tombe sur la tête. Et je tombe par terre, je m'étale, et je perds connaissance. Alors, ça a un avantage, c'est que ça va écourter radicalement mon exposé. Mais imaginez ensuite que vous rentrez chez vous le soir du colloque et que vous racontiez ça à vos proches. Est-ce que vous allez dire, franchement,
voilà, il y a eu une intervention passionnante le matin, puis une autre l'après-midi, puis ensuite tel intellectuel a dit ça, et puis au détour d'une phrase, vous allez dire, puis il y a eu un incident secondaire. Vous n'allez pas dire ça du tout. Vous allez dire, c'est incroyable. Au milieu du colloque, ce lustre qui est censé quand même tenir au plafond, il s'est écroulé et Geoffrin s'est effondré sur le sol. Ah, il est mort. Non, il n'est pas mort, etc. Oui. Et donc, vous serez le journaliste d'un jour. Tout ce qui est de sérieux, d'important et de décisif dans le colloque passera immédiatement au second plan. Et ce qui vous intéressera, c'est le côté spectaculaire des choses, le côté sensationnel. Mais l'essence du journalisme, c'est ça. C'est le journaliste est du côté de Nietzsche de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il c'est amor fati. Il aime son sort. Enfin, il aime plus exactement le sort des autres quand il est tragique. Quand ça lui arrive à lui, il réagit un peu différemment. Surtout ces temps-ci. Mais c'est comme ça. C'est notre métier. On est payé pour effectivement raconter le malheur des gens. Parce que c'est ça qui intéresse les gens. C'est pas une question commerciale. C'est que c'est notre rôle et que autrement les gens, c'est pas qu'ils nous achètent pas, c'est que de toute façon ils ne nous lisent pas. Même si on leur met sous le nez gratuitement des nouvelles qui sont prévisibles, prévues, quotidiennes et banales, ça ne les intéresse pas, même si elles sont très importantes au regard de l'évolution de la société ou des mentalités. On est dans l'inattendu, on est dans le tragique, par définition. Alors évidemment, cette constatation que tous les journalistes savent, que tous les lecteurs finalement comprennent bien, puisqu'ils achètent les journaux ou ils regardent la télévision, certes, pour être des citoyens informés, qui connaissent bien les ressorts de la vie politique et qui peuvent connaître à fond les dossiers qui concernent le pays, mais enfin, ils achètent aussi par plaisir. Et ce plaisir consiste justement à être constamment ému, surpris, bouleversé, comme au théâtre ou comme au cinéma. Il y a dans les nouvelles une part de fiction, non pas au sens faux, mais au sens de la construction dramatique. C'est ça qui fonctionne dans la presse. Et c'est comme ça qu'on informe les gens. On ne les informe pas par des articles de fond. Le lecteur, quand on fait des sondages, il demande toujours des articles de fond. Si on remplissait nos journaux d'articles de fond, ils ne se vendraient plus du tout. Déjà qu'on a du mal, ça serait fini, quoi. Il faut constamment qu'il y ait une émotion. C'est pédagogique. C'est-à-dire qu'on passe, c'est ce que disait Lazareff, les idées à travers les événements à travers les hommes. C'est ça, on a une méthode inductive, pas déductive. Et donc ça a des conséquences sur la conception du monde, ça. Ça ne concerne pas seulement les journalistes ou leurs lecteurs. Est-ce finalement, ce qui est incongru, imprévu, tragique, dramatique, particulier, même anecdotique, est-ce que c'est pas ça finalement qui domine le cours de l'histoire, l'évolution des sociétés? Alors, évidemment, il y a toute une école de pensée très forte à partir du milieu du XXe siècle qui pense à peu près le contraire. Je caricature, c'est à gros traits, mais je pense plutôt le contraire. Le déterminisme, la volonté de trouver les causes des événements, a dominé pendant des décennies la pensée. Que ce soit l'histoire, on a écarté les événements, on a écarté les grands hommes, les batailles. Je disais, c'est l'histoire des batailles, c'est ridicule. Ce qui compte, c'est le temps long, les grandes structures, les grandes tendances, les évolutions de fond, etc., etc. Même chose en matière sociologique, en analyse politique. Comme il y avait une sorte de domination du marxisme sur une grande partie de la pensée, la version, la vulgate, c'est une version déterministe. C'est-à-dire que c'est l'anti-humanisme théorique qui fait que l'individu a une marge d'autonomie extrêmement faible par rapport aux structures de la société. Et donc, l'événement, c'est l'écume. Quand on est journaliste, on ne croit pas un mot de cette histoire. Pas un mot. Non pas qu'on néglige les tendances de fond, évidemment, mais les tendances de fond, c'est le décor de la pièce. La pièce, c'est les acteurs qui la font. Et au théâtre, l'acteur dit un texte. Dans la vie, on n'a pas de texte. Donc c'est l'acteur qui invente son texte et qui invente l'intrigue. C'est ça qui se passe. Le décor place des bornes, mais ensuite, l'action peut bifurquer de manière totalement inattendue selon la volonté, l'autonomie des acteurs individus.
C'est ce qu'on pense, nous, en tout cas, profondément, c'est ce qu'on vit tous les jours. Je vais prendre 3 exemples. L'exemple le plus facile, c'est celui du 11 septembre. C'est très difficile, en fait, d'expliquer le 11 septembre en le mettant en relation directe avec telle ou telle évolution de fond. On peut dire, oui, c'est l'évolution de l'islam, c'est l'évolution du Moyen-Âge, sauf que ça a été fait par 15 personnes, à l'instigation d'un individu, Ben Laden, qui avait un itinéraire très spécial, très particulier. Et c'est un itinéraire qui n'est pas du tout... qui n'allait pas de soi, qui n'est pas évident. Un milliardaire saoudien, d'un coup, qui s'est fanatisé au spectacle de la présence américaine. Bon, oui, on comprend après coup, enfin, on comprend vaguement. Mais la vérité, c'est que ça a été fait par 15 bonshommes avec des cutters. Et ils ne l'auraient pas fait que ça aurait changé la décennie suivante. Ils auraient échoué. Il n'y aurait pas eu la guerre contre le terrorisme, je ne sais combien d'interventions américaines, un changement complet dans les mentalités à l'échelle mondiale, etc. Donc c'est l'action totalement autonome, décrite par la presse comme telle et par les journalistes, de ces gens-là qui se sont agis tout seuls, qui ont changé le monde. En bien pire, mais ils ont changé le monde. Autre exemple, qui est un exemple historique, je fais un détour par le passé pour bien essayer d'exprimer ce que je veux dire. La révolution russe était totalement écartée, a priori, par tous les théoriciens marxistes les plus orthodoxes. La situation n'était pas mûre, la paysannerie dominait, la classe ouvrière était numériquement très faible, et donc la révolution russe ne devait pas avoir lieu. Or, c'est le marxiste le plus dogmatique, le plus fanatique, d'une certaine manière, Lénine, qui a fait la révolution russe. Ce n'est pas du tout les structures. Les structures disaient le contraire. Quand Lénine débarque de la guerre de Finlande en avril 17, il a devant lui l'état-major bolchevique qui pense qu'il va se rallier à leur ligne politique qui consiste à plus ou moins soutenir le gouvernement provisoire et puis essayer de le tirer vers la gauche, sachant que la situation n'était pas mûre du tout pour prendre le pouvoir ou pour faire la révolution. Et Lénine tout seul, avec Staline par opportunisme, mais Lénine tout seul, en fonction de ses raisonnements, de ses obsessions, de son itinéraire particulier. C'est lui qui convainc, il a mis 6 mois à le faire, les bolcheviks de prendre le pouvoir. Avec cet argument, si on ne le prend pas maintenant, c'est fini. Donc c'est exactement le contraire de tout ce que les marxistes avant pouvaient dire. C'est-à-dire que c'est l'occasion, c'est le hasard des choses, allié à la volonté humaine qui a changé le sort de l'humanité. Alors pour le coup, puisque pendant tout le XXe siècle, le communisme, et encore aujourd'hui, il y a des pays immenses qui sont gouvernés par les héritiers de Lénine. Même chose, il y a une histoire que j'adore et que j'ai même mis dans une émission de télévision, c'est Londres, juin 1940. Donc l'armée française et l'armée anglaise se sont effondrées en quelques semaines, la Wehrmacht a gagné, l'Angleterre se retrouve seule sur son île, son armée a été rapatriée, mais tout le matériel a été laissé en France, donc elle est pratiquement dans l'incapacité de se défendre. Et le cabinet de guerre se réunit pour décider de la ligne à suivre. Dans le cabinet de guerre, il y a 2 conservateurs qui dominent le parti conservateur, Chamberlain, l'ancien Premier ministre, et Halifax, qui est ministre des Affaires étrangères. Churchill est seul. Et il est marginal au sein du parti conservateur, il vient de prendre le pouvoir, il n'est pas très bien assuré, il est minoritaire. Or, il est le seul à vouloir faire la guerre. Les 2 autres, Chamberlain et Halifax, disent « Non, il faut traiter avec Hitler ». Et ils prennent contact avec l'ambassadeur italien qui leur propose de transmettre une demande qui est d'examiner les conditions de paix que le chancelier Hitler, comme on disait à l'époque, pouvait proposer. Et Churchill est seul. Alors, il se bat, lui, il pense qu'il faut absolument continuer la guerre. Et puis, bon, alors, c'est pas tout raconter, c'est très long, mais en 3 jours, à l'aide d'une manœuvre politicienne, il met en minorité Halifax et Chamberlain, et puis avec son éloquence torrentielle, il convainc le gouvernement de continuer la guerre. Mais ça s'est joué à un cheveu. Donc imaginez que Churchill n'ait pas été Churchill, qu'il n'aurait pas été un peu fou, dépressif et hyperactif, etc., patriote, nationaliste dans l'âme, et convaincu qu'il fallait se battre jusqu'au bout contre le nazisme. La guerre mondiale prenait un cours totalement différent. Totalement différent. Donc le rôle de l'individu libre, autonome, est décisif. Et c'est ce que les journalistes, finalement, apprennent tous les jours. Et c'est cette idée-là que je voudrais, dont je voudrais vous convaincre. L'individu autonome joue un rôle décisif dans l'histoire. Et cette constatation, qui me paraît d'évidence quand on regarde
le fonctionnement des événements, comme font les journaux. Il y a au moins 3 conséquences. La première, c'est que dans la manière dont on envisage la délinquance, par exemple, notamment à gauche, ou le terrorisme, on est trop sociologisant. Et qu'on met en relation le comportement de ces gens-là, déviants, violents, etc., avec des structures sociales, économiques, l'exclusion, la misère, le désespoir identitaire, etc. Bon, très bien. Mais c'est une pente dangereuse. Parce que très vite, on en vient, c'est une discussion qu'on a en permanence au sein de Libération, puisqu'il y a cette idée largement répandue à gauche que ce sont les structures sociales qui déterminent les individus. Donc, comme les terroristes viennent souvent de banlieues pauvres, misérables, donc c'est la pauvreté qui fait le terrorisme, c'est la pauvreté qui fait la délinquance. Or, quand on regarde bien, là aussi, journalistiquement, l'évolution des différents protagonistes, notamment de ceux qui ont fait les derniers attentats, ils n'étaient pas exclus, pour la plupart, en fait. Ils avaient un travail, ils avaient bénéficié des aides et des dispositifs qu'on met à leur disposition autant que possible, de manière insuffisante, mais autant que possible. Et finalement, c'est par une évolution mentale personnelle, ou par des rencontres, ou par des fréquentations de certains sites, etc., qui se sont radicalisés. Et donc le lien entre leur situation sociale et leur action est faible. Et en plus, il y a là-dedans, non seulement ça développe la culture de l'excuse qu'on reproche constamment à la gauche, même si elle a beaucoup changé sur ce point, mais surtout, c'est un peu condescendant. C'est-à-dire que, donc si on est pauvre, on est par nature délinquant. Mais d'accord, tous les délinquants, la plupart sont pauvres, mais la plupart des pauvres ne sont pas délinquants. Et donc, enlever la responsabilité individuelle et la faire reporter uniquement sur les structures sociales, c'est un peu dépréciatif, quoi, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ou pas beaucoup de diplômes. Il y a un choix personnel. Le délinquant ou le terroriste fait un choix personnel. Il n'est pas seulement agi par des forces qui le dépassent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le refus de l'imprévu, finalement, le refus de l'imprévisible, le refus de la force de la décision individuelle dans les événements, conduit directement au complotisme. Parce qu'il y a des événements qui sont trop importants ou trop énormes pour qu'on puisse, pour beaucoup de gens, les ramener à l'action d'un simple individu. Exemple, le plus classique, qui d'ailleurs l'événement qui a déclenché la floraison de tous les complotismes, c'est l'assassinat de John Kennedy. Personne ne peut croire qu'un marine un peu déséquilibré, se trouvant par hasard sur le trajet du cortège présidentiel, armé d'un fusil italien déclassé pratiquement, ait pu tuer en 2 coups l'homme le plus puissant du monde. Personne ne peut croire ça. C'est totalement imprévu, invraisemblable, monstrueux du point de vue de la compréhension. Et donc, immédiatement, on dit, ben non, en face de ces conséquences immenses, la mort de Kennedy, le président du pays le plus puissant, ensuite les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire l'interruption de sa politique, probablement le développement de la guerre du Vietnam, puisque Johnson n'était plus interventionniste que son prédécesseur. Devant l'immensité de toutes ces conséquences, on dit « mais ça ne peut pas être un cinglé dans un coin ». Quand on regarde journalistiquement la chose, si, il n'y a aucune preuve de complot. Il est infiniment probable aujourd'hui que Oswald a agi tout seul. Mais c'est incompréhensible pour les gens. Et donc ils vont vous dire « ben non, il y a forcément des forces invisibles, obscures, maléfiques, qui sont derrière cet événement. Un événement aussi immense a forcément une explication rationnelle. Et la seule explication rationnelle, c'est le complot. » Et évidemment, après, ça s'applique à tous les événements. Par exemple, le 11 septembre, on va dire, avec des cutters, ces gens-là ont changé la face de la planète. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ne veulent pas le croire. Et donc, ça alimente cette espèce qui alimente les extrêmes derrière, évidemment, parce que quand on pense qu'il y a des complots de forces maléfiques, on a une vision noire et sombre, incompréhensible de l'actualité, et on pense qu'il y a effectivement derrière le Mossad, le gouvernement américain qui a lui-même organisé l'attentat pour justifier ensuite l'intervention, etc., etc. Le refus de l'imprévu, le refus de l'importance des individus nous mène au complotisme et à une certaine forme d'extrémisme aussi. Parce qu'il faut accepter que le hasard, l'individu, l'occasion, la chance, la malchance jouent un rôle essentiel. Et puis il y a un dernier point, une dernière conséquence qui est également néfaste, c'est si ce sont des grandes
des grandes tendances, des grandes structures qui mènent le monde, l'action politique n'a pas de sens. Elle n'est qu'une pure façade, un jeu d'ombre. Et donc les politiques n'y peuvent rien. Puis de toute façon, ce sont les structures qui décident. C'est l'économie, c'est la finance, c'est les classes sociales, les grands courants mondiaux des idées, etc. Et donc le gouvernement, il n'en peut mais. Et donc il ne fait rien. Comme journaliste, ça nous arrive de voir le président de la République, François Hollande, au début de son mandat, discussion informelle comme ça, réflexion de Hollande. De toute façon, il ne faut pas non plus trop se faire d'illusions. La croissance française ne peut pas s'écarter longtemps, ni beaucoup, de la croissance européenne. Sous-entendu, de toute façon, quoi que je fasse, ça dépend de l'économie européenne. Et à mon avis, c'est de là que vient cette funeste promesse consistant à dire « vous inquiétez pas, le chômage va baisser dans 6 mois ». Promesse qui est tenue, répétée depuis 4 ans, avec les effets ravageurs qu'on connaît et sa popularité, et d'une manière générale sur l'image de la classe politique. Et donc cette conception qui écarte tout ce qui est imprévisible et irrationnel de l'action, finalement renvoie les politiques à une impuissance congénitale. Et qu'est-ce qu'on reproche aux politiques? D'abord et avant tout, c'est précisément leur impuissance. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient imprévisibles, précisément. Et d'ailleurs, Hollande a repris de la popularité quand l'imprévu s'est produit. Tant qu'il a été fidèle à lui-même, il a plongé. C'est quand il est sorti de lui-même, finalement, ou qu'il a bifurqué de manière totalement inattendue, qu'il a commencé à gagner plus l'estime de ses concitoyens. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'humanisme théorique, peut-être qu'il est faux, moi je ne suis pas philosophe, je ne suis pas théoricien, mais c'est ce que je vis moi au jour le jour. C'est-à-dire c'est l'action des hommes qui fait l'histoire. Et donc de ce point de vue-là, le journalisme est un humanisme. Vous me permettez de défendre une fois ma profession. Et pour terminer, c'est tout simple, c'est que l'imprévu, c'est une conséquence inéluctable, mais aussi une condition décisive de la liberté des hommes. Merci Laurent Geoffrin pour cet aspect que je peut-être diviserai en 2 parties. D'une part, le journaliste dans l'attente de l'imprévu que vous avez mentionné, et puis la part de l'individu dans les phénomènes historiques ou généraux que vous avez également évoqués. Je serai juste sur la première partie. En fait, il y a plusieurs informations d'imprévus, n'étant pas toutes catastrophiques d'ailleurs, qui surviennent pendant les 24 heures. Et vous allez être amené à hiérarchiser, à prendre telle ou telle nouvelle imprévue. Dans l'imprévu, il y a aussi, et souvent c'est vrai, c'est ce qui peut étonner. Mais comment expliquez-vous aujourd'hui un peu surtout à la télévision d'ailleurs, je trouve, dans les bandes annonces de la télévision, pendant que les journalistes parlent, ce défilé nécrologique. C'est-à-dire qu'on ne donne que les morts et le nombre de morts. Est-ce que, en bas, qui passe un attentat avec tant de morts. Est-ce que ça, on ne peut pas le modifier? Est-ce que l'individu qui dirige la chaîne ou ne peut pas modifier son information, même de la façon de la donner? Il peut. Ça marche, hein? Mais, oui, je n'ai pas besoin de parler. Là, ça va. Là, ça marche? Ouais. Bon. Le rédacteur en chef est libre, il peut évidemment modifier la bande passante qui donne les nouvelles au fur et à mesure. Mais enfin, il ne donne pas que des morts, il ne faut pas exagérer. Il donne les nouvelles. Les nouvelles viennent en résumé en dessous, pendant que le journaliste parle. Ça fait un écran plus riche et ça attire plus de spectateurs. C'est ça le raisonnement. Mais le rédacteur en chef est soumis à l'idée qu'il se fait, alors elle peut être fausse, mais à l'idée qu'il se fait de l'intérêt du spectateur, qui peut mesurer d'ailleurs à la seconde près. Donc il voit exactement ce qui intéresse les gens et ce qui ne les intéresse pas. Comme il a une mission en général, évidemment, il donne les nouvelles, il essaye de les hiérarchiser de manière à peu près sensée et raisonnable pour donner
un tableau plutôt réaliste, honnête en tout cas, de ce qui s'est passé dans la journée. Mais irrésistiblement, il ira vers le drame, parce que c'est plus fort que nous. Voilà. On est attiré par le drame, parce que c'est notre travail, c'est notre métier, on apprend ça quand on a 20 ans, et on fait ça toute sa vie. Et on connaît un peu l'histoire de la presse, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne crois pas. Parce que la bonne pédagogie... Quels sont les professeurs dont on se souvient avec le plus d'émotion ou de gratitude? Ce sont ceux qui vous ont ému, ceux qui vous ont intéressé à une histoire, scientifique, économique, historique, etc. Ceux qui ont réussi à incarner les choses. Et ceux-là, une fois qu'ils ont réussi ça, ils font passer derrière le raisonnement, les faits, la mise en perspective, les leçons générales. Mais il faut partir de la vie. Il faut partir de la vie. On est du côté de la vie, nous, et donc de la mort. Merci Laurent Geoffrin. Moi j'avais une petite question, c'est que vous avez bien expliqué que le métier de journaliste a besoin de l'imprévu de façon presque vitale, mais est-ce que ça ne pousse pas les journalistes parfois à produire ce qu'on pourrait appeler de l'imprévu artificiel? Alors je vais prendre deux exemples. Par exemple, souvent on voit des tweets émis par telle ou telle personnalité politique complètement insipides qui sont présentés comme des événements. L'émission d'un tweet devient un événement. Et l'autre exemple que je voulais prendre, c'est, par exemple, avant des élections, je ne précise pas lesquelles, les journaux donnent des sondages qui se trouvent vérifiés lors de l'élection, lorsque les résultats du dimanche soir sont annoncés. Et le lendemain matin, ils titrent « Le choc ». C'est-à-dire qu'ils présentent comme imprévus des événements qu'ils ont eux-mêmes annoncés, ce qui les conduit à avoir le statut inverse de celui des économistes, puisque les économistes, on l'a vu tout à l'heure, présentent l'imprévu qui vient de se passer comme rétrospectivement étant explicable par des causes qu'ils ont pu identifier. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Non, mais je reviens à mon propos. Notre rôle à nous, journalistes, on n'est pas des professeurs, on n'a pas la compétence des professeurs. On ne passe pas notre temps sur un sujet, toute notre vie, à en explorer tous les aspects systématiquement, les écoles de pensée, etc. C'est pas du tout... on saute d'un sujet à l'autre, d'une heure à l'autre. Donc on ne peut pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on est incompétent, mais on peut être compétent comme journaliste, pas comme intellectuel ou comme enseignant. Ce sont deux métiers différents. Donc nous, on est du côté de ce qui advient et qui est effectivement inattendu. Alors, s'agissant des sondages, d'accord, les sondages ont prévu. Mais moi, j'entends tout le temps, les sondages se trompent. Donc le jour où ils ne se trompent pas, c'est totalement imprévu. Forcément. Bon, c'est un peu une pirouette. Hein, je ne suis pas complètement satisfait par cette réponse. C'était attendu. Alors, je vais vous répondre sérieusement. Qui était attendue. C'était la réponse attendue, en effet. Comment? C'était une réponse attendue. Non, sérieusement, les sondages sont des choses très utiles et ils se trompent assez rarement, en fait. S'agissant de Marine Le Pen et du Front National, c'est pas moi qui ai fait le choc, je ne vais pas me défausser, mais ce sont d'autres journaux. Nous, on a fait « ça se rapproche », qui n'est pas exactement la même chose. Et on n'a pas joué, justement, l'effet de surprise, puisque c'était plus ou moins annoncé. Mais même ce qui est annoncé, quand on a l'espoir que ça ne se produise pas et la conviction que ce serait une nouvelle désastreuse, eh ben on est quand même surpris par ce qui advient de non surprenant. On est quand même on est choqué. Voilà, on est choqué et ce choc produit un état psychologique, un peu de sidération, comme la surprise devant un désastre, même s'il est annoncé. C'est ça l'explication des titres en question.